Marilyn, je vais te laisser présenter Rémi parce que tu le connais mieux que moi, je ne le connais pas du tout. C'est plus Alors, simple quand même. Rémi, je l'ai connu à l'incubateur HEC. C'est un spécialiste du design thinking et il intervient à HEC, donc à l'incubateur, mais sur d'autres programmes avec son cofondateur Mathias Abramovich. Voilà, Rémi, peut-être tu peux compléter sur ton parcours. Oui, bon, je vais présenter succinctement nos activités. Voilà ce qu'on fait. Je vais le faire Ouais. en début de conférence, donc ça va être clair pour les autres participantes et participants. Alors, du coup, on a… Rémi, tu pourrais te mettre en plein écran qu'on te voie au moins au début. Ah, bien sûr, oui. Oui, là, j'avais déjà partagé l'écran, mais je vais Oui. enlever le partage. Donc, bonjour. Donc là, normalement, on me voit bien. Ça va? C'est en plein écran? Non, on voit Non? encore la présentation. Là. Ah bah pourtant, ah bah arrêtez, voilà. Là c'est mieux. Voilà. Voilà. Hop, me voici. Donc voilà, c'est moi. Bon, je vais être dans un petit coin de l'écran quelque part. Le plus important, ça va être les slides. Donc, on a 55 minutes. Je vais me présenter dans quelques instants. Et juste avant de commencer, surtout, si vous avez des questions particulières, vous n'hésitez pas à les adresser dans le chat tout au long de la conférence. Et il y aura plusieurs moments dans la conférence qui seront opportuns pour que je puisse les prendre et vous répondre. Si j'ai bien compris, on a un impératif de temps. C'est ça, il faut que tout le monde soit sorti d'ici à 30, c'est ça? Oui. Donc, on va commencer sans tarder et je me présenterai au début de la conférence. Tout le monde m'entend bien? Ça va pour le son? C'est parfait. Donc, Ok, Rémi, super. je te rappelle, ta conférence est enregistrée. Et Ah, d'accord, ensuite, ok. on la diffuse à l'ensemble du réseau. Tremplin. Ok, super. Parfait. D'accord? Eh bien, on fait comme ça. Donc là, je partage de nouveau mon écran. J'espère que c'est bon pour les slides. Oui, c'est bon. Magnifique. Hop là, allons-y. Alors, pour me présenter succinctement, voilà, il y aura mes coordonnées planquées un peu partout dans la présentation également. J'incite toujours les personnes qui ont des questions au-delà de la conférence à rentrer en contact avec moi pour me les adresser. Donc, surtout, vous n'hésitez pas à le faire. Alors, voilà, moi, je m'appelle Rémi Rivas. Je suis designer consultant. Je travaille donc avec un business partner qui s'appelle Mathias Abramovich. Ensemble, on a plusieurs activités. Une activité centrale qui est en fait tout simplement d'aider des organisations avec des problématiques et des tailles très différentes les unes des autres à concevoir des outils, des services. Donc, ce sont des gens qui viennent nous voir avec des objectifs d'impact, business ou autres, et nous les aidons à concevoir ou à redesigner plus intelligemment leurs solutions, leur offre de produits, leur offre de services. Quand on ne fait pas ça, effectivement, on a l'immense plaisir voilà, d'intervenir au sein de l'écosystème HEC, à Station F en particulier, en partenariat avec Polytechnique et 42 aussi, à l'incubateur et puis dans un programme d'HEC qui s'appelle le Startup Launchpad, où on aide des équipes d'étudiants de dernière année à formaliser et lancer leurs projets entrepreneuriaux. Et puis, quand je ne suis pas en train de concevoir pour autrui ou de former des étudiants, ben, je forme également des professionnels. Donc, j'ai aussi une activité de formation sur laquelle je reviendrai effectivement en fin de conférence. Et voilà, donc, je forme des gens, notamment en fait, aux techniques, aux démarches et outils du design thinking, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, on va parler du design thinking. Mais juste avant de parler de design thinking, il faut que je vous pose une première question et vous avez le droit de me répondre dans le chat. Qu'est-ce que le design? Vous avez 4 heures, mais comme on n'a pas 4 heures, spontanément, si vous allumez le chat, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Si je vous dis design, vous me répondez quoi par association d'idées? Conception, usage, concept. Est-ce qu'on a d'autres? Merci pour les 3 qui ont joué. Si on en a d'autres, conception, voilà, conception qui revient beaucoup, présentation, créativité, client, définition, fonctionnalité. Donc tout ça, effectivement, beauté, ouais, grosse question ça, dessin, produit, alors dessin DE2SIN ou DE2SEIN, on ne sait jamais très bien. Donc merci beaucoup pour vos réponses. On voit bien qu'en fait, effectivement, le design, c'est un terme qui est très connu, peut-être même très galvaudé, et esthétique, agréable, et voilà, qui peut spontanément évoquer beaucoup d'idées chez beaucoup de monde, sans qu'on arrive toutefois à le définir précisément. C'est-à-dire, c'est un truc, tout le monde voit vaguement ce que c'est, mais si je vous demandais la définition exacte du design, vous seriez bien en peine, et c'est normal, c'est parce qu'en fait, il y en a autant que de courants de pensée au sein de cette discipline. Néanmoins, il y a une définition du design que j'affectionne particulièrement et qui est la suivante. Le design, c'est la création d'un projet
en vue de la réalisation et de la production d'un objet. Donc, tout est dit dans ces 2 lignes. Voilà, qu'est-ce que c'est le design? Bah, c'est tout simplement quand vous vous mettez en ordre de bataille, en ordre de marche pour concevoir quelque chose de nouveau. C'est donc un projet avec un début, un milieu et une fin. Et la finalité de cette démarche, c'est d'arriver à la fin à avoir décidé que c'est ça qu'on allait construire. Et puis à la fin, ben, lancer la production. Le design est issu de la société industrielle pour que cette idée, cette intention devienne un vrai truc matériel qu'on va ensuite voilà, faire partir dans le monde à la rencontre de son audience. C'est une discipline qui se situe à la croisée de l'art, de la technique et de la société, puisque bien évidemment, il faut qu'on arrive à provoquer de la valeur en faisant des choses que les humains affectionnent, parce que si les gens ne voient pas de valeur dans ce qu'on fait, il n'y a aucune raison qu'ils s'en servent. La beauté seule ne suffit pas, il faut quand même qu'il y ait une agréabilité, il faut qu'il y ait un changement. C'est quelque chose qui va être soutenu par une organisation, donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans une logique de profitabilité, donc en ligne directe de la société industrielle. Et puis, c'est quelque chose qui doit également être de l'ordre du faisable, de l'implémentable, parce que sinon, bien évidemment, on ne saura pas le construire. Et donc, si ça reste une intention ou un rêve, ça ne va pas changer la vie des gens. Donc, le design, c'est ce truc rouge au milieu où il faut trouver ce qu'il faut faire pour plaire à notre audience, ce dont notre audience a besoin, ce qu'il est intéressant pour une organisation de produire et ce qu'il est possible technologiquement de construire. Le design est à la croisée en fait de ces 3 questionnements. Alors du coup, maintenant, on va parler un peu du design thinking et on va se demander du coup, pourquoi vouloir penser comme un ou comme une designer? Parce qu'après tout, c'est vrai, bon, il y a du design thinking, il y a des démarches de conception, on va en parler, mais qu'est-ce qu'elles apportent ces démarches? Où est-ce qu'elles se situent dans la vie d'une organisation? Quels sont les bénéfices que ça apporte? Voilà, quelles sont les singularités? Alors, si on prend l'historique de la conception et de la production de quelque chose de nouveau, on va se rendre compte, si on analyse normalement les arborescences des organisations ou les procédés, qu'il y a différents rôles, différentes personnes qui rentrent en interaction les unes à la suite des autres quand il s'agit de produire quelque chose de nouveau. Bien évidemment, l'équipe de conception en amont, hein, au lancement du projet, donc vous avez une intention, on aimerait construire un bidule, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on va chercher à quoi ça va ressembler. Donc tout ça, c'est le boulot du design. Puis à la fin, nous, on va faire des maquettes, on va faire des spécifications, on va faire des trucs, etc. On va faire des cotes. Et puis, on va envoyer ça à une équipe autrement plus fournie et autrement mieux financée que nous, et c'est bien compréhensible, qui, eux, vont changer ces intentions, ces maquettes, ces prototypes en vrais trucs qu'on peut vraiment construire et qui marchent vraiment à la fin. Donc, eux, ils changent nos idées et nos formalisations en produits véritables. Et ensuite, ces gens-là passent le bébé à une autre partie de l'organisation avec laquelle généralement les gestionnaires sont beaucoup plus familiers, mais qui sont justement les gestionnaires, c'est-à-dire les personnes qui disent OK, maintenant, il faut monter une ligne d'assemblage et être capable de sortir cette voiture ou ce parapluie ou cette table en milliers d'exemplaires avec des coûts maîtrisés à niveau de qualité constant. Et on a besoin de ces 3 modes de pensée dans les organisations parce que s'il nous manque un de ces modes de pensée, on ne peut pas être en train de concevoir quelque chose qu'on va pouvoir industrialiser et commercialiser. On a besoin des 3 modes de pensée. Pourquoi est-ce qu'on entend énormément parler du design thinking ces dernières années? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, il a le vent en poupe et qu'on en parle beaucoup plus qu'avant? Alors, pour la petite anecdote, si on vous demande, le design thinking, c'est pas sorti il y a 5 ans. C'est issu des travaux sur les théories autour de la créativité. Ça date d'à peu près 1970, donc ça fait gentiment 50 ans que c'est parmi nous à peu près. Et ce qui est drôle, c'est qu'on n'en a jamais autant parlé que cette dernière décennie. Et pour une raison parmi d'autres qui est tout à fait compréhensible, c'est qu'en fait, autant dans un environnement prédictible, c'est la maîtrise de l'ingénierie et l'optimisation de la chaîne de production qui est un enjeu majeur, et c'est ce qu'on a observé d'ailleurs de façon managériale dans le courant des dernières décennies. Autant dans un environnement qui est plus incertain, d'un seul coup, vous devez remonter et c'est finalement se poser la question de ce qu'on construit et comment on le construit qui peut devenir en fait des facteurs déterminants dans le succès ou l'échec d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. Et bon, bah, je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler que nous vivons dans un environnement particulièrement incertain. Ces 2 dernières années nous l'ont prouvé. Ce n'est pas parti pour s'améliorer d'ailleurs. Et que forcément, alors qu'il y a des nouvelles technologies qui sortent, des nouvelles habitudes sociales, des bouleversements économiques, eh ben, les habitudes de consommation changent, les clients aussi, le schéma, l'écosystème concurrentiel aussi. Et donc forcément, les entreprises se posent de plus en plus la question d'internaliser ces démarches de conception et de donner ces états d'esprit à leurs équipes parce qu'elles voient bien qu'en fait, ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est d'avoir comme ça des itérations, une réactivité beaucoup plus forte et une capacité de réinventer le business model des organisations, de réinventer leurs offres de services plus fréquemment qu'à l'ordinaire parce que les choses changent vite.
C'est ça en particulier que se propose de résoudre le design thinking. Parce que la spécificité des problèmes que vous essayez de résoudre quand vous êtes designer, et je reviendrai sur cette notion, c'est que contrairement à une pensée ingénieure, à une pensée analytique, en fait, on le verra dans la démarche, le design thinking consiste pour moitié à cartographier et définir précisément les contours du problème. Et il est très fréquent, quiconque a déjà essayé de concevoir quelque chose ici, que ce soit de l'ordre de l'industriel ou de l'artistique, que quand on commence, quand on initie une démarche de conception, on ne sait pas encore où on va et on ne sait pas encore ce qu'on va construire. C'est normal. On va le découvrir tout au long de la démarche. Et le design thinking permet d'appréhender en fait cette incertitude majeure qu'on a au démarrage, puisque contrairement à une pensée héritée des ingénieurs, on ne peut pas dès le jour 1 savoir ce qu'on va construire et se poser la question de la faisabilité ou de la création. Là, on va se demander qu'est-ce qu'il s'agit de construire. Je ne parle pas trop vite, ça va pour tout le monde? Ouais, super. Alors du coup, c'est quoi le design thinking? Le design thinking, c'est une méthodologie de conception parmi d'autres, hein, c'est loin d'être la seule, donc qui intervient dans cette phase de conception que je mentionnais tantôt. Et donc, c'est une démarche qui présente un ensemble de moments clés dans un projet de conception et qui vous dit, grosso modo, si vous organisez votre projet de cette façon et si vous prenez le temps de passer par chacune des phases et de vous poser un ensemble de questions relatives à chacune d'elles, vous allez diminuer sensiblement les risques d'être en train de concevoir quelque chose que personne ne veut. Parce qu'en fait, ironiquement, et c'est encore plus vrai dans l'écosystème startup, la première cause d'échec des projets entrepreneuriaux, ce n'est pas, comme on pourrait le croire, l'absence de capital ou l'équipe qui n'est pas adéquate, bien que ce soit les causes majoritaires, mais la toute première, c'est qu'on a tout simplement affaire à des gens qui sont en train de construire des produits alors qu'il n'y a pas de marché économique pour pouvoir les consommer ensuite. Donc, en fait, ironiquement, quand on conçoit, le premier risque auquel on s'expose, c'est tout simplement d'être en train de créer des choses dont les gens ne veulent pas ou, voilà, ou pour des gens qui n'existent pas. Donc, voilà, l'idée là du design thinking, c'est vous séquencez un projet en un ensemble de phases, vous respectez ces phases et vous vous posez un ensemble de questions les unes derrière les autres. Et forcément, vous arrivez plus vite, de façon plus itérative, avec des boucles récursives, et en diminuant sensiblement le risque, à finalement formaliser, avoir l'idée de quelque chose qui est voilà, viable et qui est désirable pour votre audience. Le Design Council britannique nous propose un schéma qui présente le design thinking et qui est assez populaire, qui s'appelle le double diamant. Si vous tapez design thinking dans Google Images, c'est probablement le premier truc qui sortira. Donc voilà, c'est une façon de représenter la démarche et qui voilà, la résume en 4 grandes étapes sur lesquelles je vais revenir. La première de ces étapes, au démarrage du projet de conception, c'est la découverte. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça consiste tout simplement à identifier les personnes qui vont être récipiendaires de notre travail et à partir à leur rencontre. Donc, d'identifier ces gens-là et d'aller tout simplement le plus près possible du terrain, le plus près possible de là où la valeur se manifeste, pour observer aujourd'hui leur cas d'usage, les contextes d'usage, les attentes, les frustrations, et essayer en fait de se mettre dans la peau des utilisateurs pour avoir une représentation la plus fidèle possible de ce que peut être leur joie ou leur souffrance au quotidien et leur caractère satisfait ou non par rapport à l'usage des solutions qui sont déjà existantes. Donc, on agrège énormément de matière, on collecte énormément de retours. Il y a plusieurs techniques pour faire ça, je reviendrai là-dessus. Et puis, dans un second temps, il s'agit de faire émerger du sens, de donner du sens à tout ce qu'on a trouvé, et là, de pouvoir procéder à un raisonnement qui est beaucoup plus analytique, beaucoup moins exploratoire. Et dans cette phase de définition, on va tout simplement revenir sur l'ensemble de ce qu'on a collecté. Alors, l'analogie que j'utilise tout le temps, et je ne sais pas si ça concerne beaucoup de personnes d'entre vous, c'est la série Les Experts. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent la série Les Experts. Levez le pouce vers le haut si vous voyez de quoi je parle. Donc, c'est classique, hein, voilà, il y a eu un meurtre quelque part, la police scientifique, elle arrive, et puis voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils collectent des preuves sur le terrain, ils collectent des témoignages de personnes qui ont assisté à l'incident, ils essayent de récupérer des caméras de surveillance, etc. Et puis, en fait, ils ne savent pas encore, au moment où ils sont en train de faire ça, où est la preuve. Ils collectent des choses autour d'une scène, et dans un second temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent au bureau, ils mettent tout sur le mur, et puis, bien sûr, en rapprochant les choses, c'est de l'heuristique, hein, pour celles et ceux qui maîtrisent, c'est de l'émergence. Forcément, il y a des patterns, il y a des schémas qui vont apparaître. Et d'un seul coup, à froid, quand on va réinvestiguer l'ensemble de ce qu'on a collecté sur le terrain,
forcément, on va découvrir des trucs qu'on n'attendait pas. Et on va se dire, ah, mais dis donc, tous les gens, ils ont besoin de, ah, ou ils se trouvent tous pleins de, ou ça marche jamais quand ils ont besoin de. Et d'un seul coup, on va commencer à diagnostiquer des problèmes qui vont être intéressants parce que, en fait, ils vont être apparus majoritairement ou alors ils vont avoir une incidence critique. Et on va commencer à se dire, tiens, d'accord, quitte à concevoir quelque chose de nouveau, c'est peut-être à ce genre de problème qu'il faudrait s'attaquer, c'est peut-être à ce genre de création de valeur qu'il faudrait qu'on travaille. Et donc là, on va réussir à diagnostiquer et se fixer un objectif. C'est-à-dire que vous remarquerez qu'à ce stade de la démarche, on ne sait pas encore ce qu'on va construire. C'est ça qui est ironique. On ne sait pas encore le produit ou la solution qu'on va effectivement construire. On est juste en train de se demander, quitte à construire quelque chose et changer la vie des gens, il faut que ça leur amène cette valeur. Il faut que ça améliore leur vie de cette façon. Il faut que ça fasse disparaître ce genre de problème. Et on a une intention. Et quand on commence à avoir une intention et un objectif, ça devient beaucoup plus facile d'être créatif et beaucoup plus facile de designer quelque chose. Ce qui nous permet du coup de passer à la troisième étape qui est celle du développement créatif. Alors ça, ironiquement, c'est une étape pour laquelle le design thinking est très connu parce que c'est là où on va retrouver des ateliers d'idéation, de la créativité, du développement créatif, tout ce qui a trait à la résolution créative de problèmes et tout ce avec quoi les organisations sont souvent familières, qui est issu d'un héritage direct du brainstorming et de toutes les autres techniques en fait, de résolution créative de problèmes. Cette phase est très importante et elle est très sympathique et on peut trouver plein de concepts. Déjà, ce n'est pas la seule façon de faire et j'insisterai jamais assez pour vous dire qu'il ne faut jamais commencer par cette phase et que cette phase n'a d'utilité que si vous avez suivi les 2 premières. Parce que malheureusement, quand je vois des gens qui essaient de s'approprier le design thinking ou de le réutiliser dans leur organisation, malheureusement, la phase qui disparaît, c'est les 2 premières que je vous ai données, c'est celle de la découverte, la recherche terrain et la découverte utilisateur. Et en fait, ironiquement, autant vous aurez des idées si vous faites la phase de découverte terrain, même si vous ne faites pas la phase de développement créatif, autant vouloir juste résumer le design thinking à un atelier de créativité sans recherche amont, c'est vous exposer à un énorme risque parce que dans ces cas-là, vous n'allez pas œuvrer avec de la matière, avec des faits vérifiés, mais avec vos a priori, avec vos préjugés, avec ce que vous pensez être le cas. Ce qui est souvent, d'expérience, je peux vous le dire, et pour encadrer des gens depuis des années qui font ça, très, très différent de ce que vous constaterez véritablement au contact de vos utilisateurs. Je vois qu'il y a déjà des questions, hein, je vous ai vu dans le chat, ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur vos questions dans quelques instants. Et enfin, et ça c'est ma partie préférée, bien, maintenant qu'on a compris nos utilisateurs et leur contexte d'usage, maintenant qu'on s'est figuré quelles pouvaient être leurs attentes et ce qu'ils attendent de nous en termes de bénéfices tangibles, et puis qu'on a exploré créativement différentes façons de livrer cette valeur, qui sont en fait autant de potentiels de nouveaux produits, de nouveaux services, d'amélioration d'offres existantes dans notre organisation, qui permettraient, voilà, si elles étaient changées de cette façon, de mieux satisfaire nos clients ou nos utilisateurs. Alors là, on va se demander comment on construit ce truc-là. Et surtout, avant même de vouloir le construire et de dépenser des fortunes dans la production effective de l'objet, est-ce que c'est une bonne idée de le construire? Et pour ça, en fait, il y a une recette géniale, mais qui fait peur à beaucoup de gens. Alors que franchement, une fois que vous y avez goûté, il y a une forme. Enfin, les gens que j'y ai mis maintenant, ils le font tout le temps et on voit à quel point c'est grisant. Et en fait, la solution, c'est de faire semblant. Donc ça, c'est un docteur du MIT qui nous dit, voilà, vous n'avez pas besoin de bonnes idées, vous avez besoin d'expérimentation qui soit peu chère et rapide. Parce qu'en fait, en soi, toute idée a du potentiel. Et il est très difficile sur le papier de déterminer la valeur effective d'une idée. C'est quand on va essayer de l'implémenter et la mettre en réalisation et qu'on va la confronter à une audience qu'on va voir si effectivement l'audience réagit positivement face à cette idée et si elle apporte effectivement la valeur qu'on présume. Si l'audience comprend et que la valeur est là, c'est super. Si elle ne la comprend pas ou si elle ne trouve pas de valeur, ce n'est pas grave. On passe à une autre idée. Et ça, c'est une anecdote que j'aime bien, c'est une histoire vraie, hein. C'est BMW qui a fait ça. Alors, qui peut me dire quel est le problème sur l'image de droite? Quel peut me dire quel est le détail qui choque sur l'image de droite qui est assez bizarre? Voilà, vous êtes vraiment tous et toutes pas réveillés, parce que c'est assez évident. Il y a quelqu'un dans le siège. Absolument. Donc, on a affaire à un siège auto, merci Benoît, avec des mains. Comment est-ce que c'est possible un truc pareil? Voilà l'histoire derrière cette photo. On ne s'assoit pas sur les gens, c'est tout à fait exact. Et en fait, là, à quoi ça sert? C'est BMW qui se dit, on va faire un véhicule autonome, donc un véhicule qui roule tout seul. Mais on ne sait pas comment les piétons vont réagir. Vous êtes dans la rue, vous imaginez, hop, il y a une voiture qui passe en face de vous et il n'y a personne au volant. Est-ce que vous partez au courant? Est-ce que vous êtes stupéfait? Enfin, comment les gens réagissent face à ça, et les cyclistes, etc.
Et alors, pour tester la réaction des gens, vous avez deux possibilités. Soit vous construisez une vraie voiture qui va vraiment se déplacer toute seule. C'est des dizaines d'années de recherche, c'est extrêmement onéreux et très compliqué. Soit vous dites à Gérard, eh, viens par là, Gérard. Vous déguisez Gérard en siège auto, vous le mettez dans une voiture véritable et vous le faites conduire avec une caméra et vous filmez la réaction des gens. Et ce qui est génial, c'est que dans les deux cas, il y a une technique qui vous a pris 10 ans et beaucoup de budget, il y en a une autre qui vous a pris beaucoup moins de budget et beaucoup moins de temps. Mais tant que les humains, les piétons que vous filmez ont l'authentique impression que la voiture se déplace effectivement tout seul, leur réaction est véritable. Leur réaction est authentique. Ils se comporteront d'une façon qui sera vraisemblablement la même que celle qu'ils auront le jour où ils croiseront une vraie voiture autonome. Et vous, vous avez appris du coup beaucoup plus vite que si vous étiez embarrassé à construire le dispositif technique. Donc en fait, faire semblant. Faire semblant pour voir si ça marche. Pareil, hein, ça s'applique aussi. Donc ça, je ne le vanterai jamais assez les mérites. Si certaines ou certains d'entre vous, parmi vous, sont férus de conception logicielle ou que pour leur travail, on leur demande de designer des écrans ou des applications, commencez toujours par tester la version papier. Je ne vous dirai pas le temps qu'on a économisé et le nombre d'erreurs qu'on a trouvées en se mettant en situation et en simulant le fonctionnement d'un logiciel avec du papier, parce que, spoil, si ça ne marche pas avec du papier, ça ne marchera pas avec de la technologie non plus. Alors que si ça marche avec du papier, il y a une chance que ça vaille le coup de le coder. D'accord? Mais donc voilà, ne pas foncer tête baissée dans la production directe, de passer de l'idée au produit fini, bien prendre le temps de se mettre en situation, de mettre nos utilisateurs en situation et de tester auprès d'eux si la forme du produit convient et si les bénéfices qu'on ambitionnait de délivrer sont bien au rendez-vous. Et une fois qu'on a validé ça, en plus, c'est beaucoup plus facile de négocier les budgets de production parce qu'on a réussi à bien réduire le risque et bien réduire l'angoisse du financeur qui est en train de se demander est-ce que ça vaut le coup de le construire. Alors, je vais déjà prendre certaines de vos questions avant d'aller sur le cas pratique. Alors, quelles sont les conditions, formation, organisation pour pratiquer le design thinking en entreprise? Alors, il y a des formations, j'en anime certaines. D'ailleurs, je vais vous en parler d'une que je suis en train de lancer avec Centrale Supélec en fin de conférence. Mais donc, il y a aussi énormément de littérature, il y a des ressources. Il y a même il y a une petite surprise que vous aurez à la fin de la formation. Voilà, je n'anticipe pas trop sur les ressources. Donc ça, c'est des conditions pour découvrir la démarche, se l'approprier, la mettre en application. Bien évidemment, c'est aussi génial quand vous avez la possibilité de pouvoir collaborer avec une personne qui la maîtrise déjà et sur des projets de conception qui ne sont pas les vôtres au démarrage, parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses et d'éviter beaucoup d'erreurs. Donc, mais il y a aussi des communautés de pratique, il y a des groupes d'entraide, enfin, il y a beaucoup de choses. Claire, vous pourrez revenir vers moi et je serai très heureux de vous envoyer des liens si ça vous intéresse. Design thinking et analyse de la valeur, quel croisement? Alors, il faudrait voir exactement qu'est-ce qu'on entend par analyse de la valeur, j'imagine, dans la culture de la gestion de projet, je dirais conventionnelle. Le design thinking, en fait, a cette particularité. Ce n'est pas une méthode qui suffit seule si vous voulez lancer une entreprise ou lancer une nouvelle offre commerciale. Par contre, ce que le design thinking vous permet de faire et l'état d'esprit qui vous permet d'adopter, c'est de vous mettre systématiquement à la place des utilisateurs de votre solution. C'est-à-dire, c'est partir de cas d'usage réels et documentés, c'est se figurer quelle sera la réalité la plus probable de l'usage futur de votre solution. Qui seront les personnes qui s'en serviront? À quel moment de leur vie s'en serviront-elles? Qu'est-ce qu'elles chercheront à accomplir dans ce contexte? Quelles seront les contraintes auxquelles elles seront exposées? Et forcément, plus vous vous faites une idée tangible, concrète, vérifiable de cette situation, plus vous augmentez les chances que la solution que vous allez imaginer soit adéquate, adaptée à ces personnes et à l'ensemble des contraintes qui encadrent l'usage de ce dispositif. C'est ça, en fait, que le design thinking amène véritablement. C'est vraiment partir de nous voulons changer la réalité et la vie des gens. Quelle est cette réalité? Comment se manifeste cette vie aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que notre solution sera plus adaptée que les autres à la façon dont ces personnes-là résolvent ces problèmes? J'espère que j'ai répondu à la question. N'hésitez pas à compléter si ce n'est pas clair. Alors, de la même façon, croisement avec la méthode agile. Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. L'agilité, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Autant le design thinking, c'est la formalisation d'une démarche de conception qui aide au premier tiers du schéma que je vous ai montré, c'est-à-dire arriver à se figurer qu'est-ce qu'il s'agit de construire. Autant l'agilité, sous sa forme, on va dire, conventionnelle, c'est quand vous avez un spectre de fonctionnalités et un ensemble de choses que vous affectionnez et que vous aimeriez construire. Au lieu de tout construire en une fois, vous allez construire ça par boucle, par sprint, par cycle itératif.
et vous allez tester systématiquement ce que vous avez construit avec les gens. Comme ça, vous allez apprendre au fur et à mesure si c'est la bonne chose qu'il faut construire. Et vous allez éventuellement pouvoir changer la feuille de route au cours du projet au lieu d'attendre la livraison d'un truc complètement fini. Donc, en fait, ça se complète très bien. Et si ça vous intéresse, il y a même un bouquin qui parle de ça très, très bien, qui s'appelle Lean UX. Je mets le titre dans le chat. Et qui de Jeff Gothelf, qui lui montre en fait comment des équipes de conception et de production dans des organisations produits utilisent de façon conjointe le design thinking et l'agilité pour être constamment dans une forme de conception en mode sprint et de livraison en mode sprint, où vous testez continuellement ce que vous allez développer avant de le développer. Et vous gagnez du coup un temps énorme et les économies budgétaires au terme d'années de pratique sont extrêmement conséquentes. Je vous renvoie là-dessus si ça vous intéresse. Dans quelles circonstances appliquer le design thinking? Il faut appliquer le design thinking quand vous ne savez pas encore ce que vous voulez construire. Donc, il faut appliquer le design thinking quand la solution n'est pas encore déterminée. Quand vous êtes sur un projet de type, il faut construire un truc, il faut améliorer une situation, il faut augmenter la satisfaction, il faut augmenter le réachat, il faut augmenter la fidélité, il faut convaincre plus de personnes qu'on est la bonne chose pour elles, il faut imaginer un nouveau produit ou un nouveau service plus adéquat, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Et en fait, le design thinking va vous faire vous poser un ensemble de questions qui va vous permettre de vous dire, en fait, voilà qui nous servons, voilà qui sont ces personnes, voilà de quoi elles ont besoin, et qui va vous permettre de cultiver l'alternative est féconde, de cultiver en fait l'ensemble des façons dont vous pourriez faire, que vous pourriez mettre en œuvre, et puis des expérimenter pour finalement en choisir une, au lieu de foncer, parce que c'est un biais humain très normal, tête baissée vers une solution, la première qui est passée en disant « Ok, j'y crois, c'est celle-là, je suis sûr, c'est ça qu'il faut faire ». Et donc, ça, en fait, ça vous demande plus de temps en amont, mais ça réduit significativement le risque d'être en train de construire un produit dont personne ne veut pour des gens qui n'existent pas. On part bien d'une idée fondatrice au départ, une idée de produit dans un contexte commercial et social déterminé. Tout à fait. Il y a une idée au départ. Et effectivement, il faut un contexte. Puisque, in fine, le design thinking marche quand vous servez d'autres êtres humains. En fait, ça a très peu d'intérêt si vous voulez améliorer des robots. Si par exemple, parce que ça existe, hein, si vous faites de la robotique et que vous voulez produire de meilleurs robots plus adéquats par rapport à des robots existants, vous allez plutôt faire du lean manufacturing, vous allez plutôt faire d'autres méthodologies qui, elles, sont beaucoup plus adéquates quand vous êtes dans l'optimisation de systèmes seuls. Le design thinking a cette particularité qu'en fait, effectivement, quel que soit ce que vous allez produire, les gens vont s'en servir et vous êtes tributaire du fait que les gens comprennent ce que vous voulez faire et arrivent à s'en servir correctement. Et donc, le design thinking, vous n'avez pas nécessairement une idée finie de ce que vous allez construire, mais en fait, vous devez comprendre d'autres êtres humains, les contextes dans lesquels se manifeste l'usage de votre produit, leurs attentes, en quoi est-ce que vous voulez améliorer significativement quelque chose dans leur vie. Mais ça marche en B2B aussi, hein. Et dès que vous avez compris les enjeux de ces personnes et les contextes d'usage de vos produits, vous allez arriver à des idées très différentes et à des améliorations de vos produits que vous n'auriez pas pu imaginer si vous n'étiez pas parti à la rencontre de ces personnes. Je vois qu'il y a une question sur le design thinking et le lean startup, ça j'en parlerai juste après. Sujet de transformation durable. Ah, design thinking et une recherche d'emploi. Ok, alors tout ça, je vois vos 3 questions, je les garde. Tout ça, on en parle juste après. Alors du coup, deuxième partie de la présentation, comment ça marche en vrai? Alors je vais vous donner un petit exemple business to business qui est issu d'un cas réel que j'ai eu la chance de suivre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on utilise le design thinking, là où on sort en fait d'une approche analytique, stricto sensu, c'est que si on essayait de faire une corrélation simple sur la valeur d'un produit, on se dirait, bon, bah, c'est facile, plus un produit il a de fonctionnalités, plus il a de la valeur. Plus un produit me permet de faire des choses, plus il a de la valeur. Et si c'était vrai, cette interface aurait un sens. D'accord? Puisque là, c'est une interface avec plein de fonctionnalités et plein de boutons, donc je peux faire plein de trucs, donc je devrais être super heureux. Et pourtant, voilà, je vois que Claire, qui nous envoie un petit emoji, a compris. Voilà, on est rarement très content quand on voit une interface comme ça dans la vie. Donc, il semblerait que la valeur, ça ne soit pas la somme des fonctionnalités, que ça soit un peu plus complexe que ça. En fait, la valeur du produit, c'est la perception que le client ou l'utilisateur en a. Et la perception que le client ou l'utilisateur en a, c'est tout simplement, est-ce que ce produit est adéquat par rapport à l'usage que j'en ai et par rapport au contexte dans lequel je l'utilise? Donc, est-ce que ce produit a été pensé pour des gens comme moi? Et est-ce que, alors que je suis en train de m'en servir, je me dis, mon Dieu, mais tout est fluide, tout est simple, tout est tellement… Voilà, enfin, on voit vraiment que la personne qui a pensé à construire ce produit a pensé à la façon dont je m'en servirais et a vraiment compris les enjeux pour les personnes comme moi.
Donc, donc, je vais vous parler en fait de ce client qui est un acteur majeur européen du leasing automobile et qui est venu nous voir en nous disant, bah voilà, nous, on a un outil en interne à destination de nos partenaires qui sont les concessionnaires automobiles. Et cet outil a une vocation simple. Quand vous êtes un concessionnaire et que vous avez un client qui vient vous voir parce qu'il veut acheter une voiture, vous allez lui proposer la voiture, les options, et à un moment donné, peut-être qu'il va vous dire, bah, moi, j'aimerais bien en leasing. Et vous allez pouvoir faire une simulation d'offres de leasing et comparer ça au prix ou au crédit et peut-être le convaincre que le leasing est plus adapté à sa situation. Donc, le concessionnaire doit être capable de faire une simulation et d'obtenir un prix en un temps minimum, alors qu'il est en train d'interagir avec le client qui veut acheter une voiture. Mais ce concessionnaire partenaire, aujourd'hui, il utilise peu la plateforme. Il utilise très peu, beaucoup moins que ce qu'ils avaient supposé. Et surtout, et c'est ça qui les alarme, il y a énormément de sessions qui sont initiées où les gens veulent faire des simulations et obtenir des prix, mais très peu qui vont jusqu'au bout. Donc, manifestement, il se passe quelque chose au milieu et les gens sont découragés et abandonnent la navigation. Et ce faisant, à chaque fois que vous perdez une navigation, vous perdez une opportunité de placer l'offre de leasing. Donc, eux, ils viennent nous voir en disant qu'est-ce qu'on doit sensiblement changer dans ce produit afin qu'il soit plus adapté et qu'il permette à plus de gens d'aller jusqu'au bout et de faire cette offre de leasing. Alors, du coup, on suit la démarche. Dans un premier temps, alors là, j'ai flouté pour des raisons évidentes de confidentialité. Avant même d'aller sur le terrain, on va déjà demander toute l'information, toute la donnée dont ces personnes disposent, notamment les tickets d'incident. Puisqu'à chaque fois que vous appelez le service client pour vous plaindre parce que ça ne marche pas, bah, c'est enregistré dans une base quelque part. Donc nous, déjà, si on peut avoir tous les incidents et toutes les raisons pour lesquelles les gens ont appelé ou se sont plaints que ça ne marchait pas, ça va déjà énormément nous orienter sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui n'est pas adéquat par rapport à leurs besoins. On va aussi regarder toutes les données qu'on peut avoir sur le comportement de navigation, les analytics, tout ce qui a trait à l'usage effectif de la solution actuelle. Et puis, nous, là, c'est un peu particulier. On ne va pas pouvoir se rendre sur le terrain parce que ce sont des concessionnaires qui sont disséminés partout en Europe. Et nous, on n'a pas le budget, on ne peut pas demander aux clients des billets d'avion et prendre 15 jours pour faire le tour de l'Europe et faire plein de concessions. Moi, j'aurais bien voulu à titre personnel, mais le client n'a pas voulu, on le comprend. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a fait une formation à destination des personnes qui étaient en interaction avec ces concessionnaires et on leur a dit, allez observer ces moments-là, documentez-les comme ça. On leur a donné des consignes et des fiches pour qu'ils puissent collecter ça facilement et on les a changés en observateurs en fait et en témoins. Et ces gens-là ont consigné l'information pour nous et nous l'ont fait remonter. Donc, en fait, voilà, on ne l'a pas fait directement, on l'a fait faire par d'autres personnes qui, elles, habitant sur place, c'était beaucoup plus facile et disposant déjà du lien relationnel avec le concessionnaire, c'était beaucoup plus facile pour elles de procéder. Donc, elles ont fait de cette façon-là. Et elles nous ont fait remonter tous les scénarios, les cas d'usage, les photos, les vidéos qu'elles ont faites. Ensuite, on a fait une grande phase de définition pour déterminer ce qui étaient les enjeux clés et les problématiques clés rencontrées par les concessionnaires aujourd'hui. Donc pour ça, on a fait venir des personnes de cette organisation sous la forme d'un atelier et on a déroché comme ça l'ensemble de ces trouvailles, de ces apprentissages. On a clusterisé tout ça, on a fait des thématiques, on a trouvé les principaux points de frustration, les principales attentes inassouvies, les principaux besoins des concessionnaires et on a pu diagnostiquer collectivement comme ça en se disant d'accord, on ne peut pas changer l'outil de fond en comble, on peut changer que certaines choses, on a un budget limité, mais quel que soit ce qu'on change dedans, gardons bien en tête que là où il y aura le plus de valeur attendue pour ces utilisateurs, c'est si on arrive à résoudre cette situation, à faire que ça ne se manifeste plus, ou à faire qu'ils trouvent plus de bénéfices là-dedans. Et là, d'un seul coup, on a une représentation claire de l'enjeu et des attentes des personnes qu'on aide, et ça devient beaucoup plus facile d'aligner une équipe et de la mettre en ordre de bataille. Là-dessus, on fait du développement créatif, donc on leur permet d'imaginer par effet d'analogie et des dizaines d'autres jeux sur lesquels je pourrais revenir si ça vous intéresse, pour imaginer des façons de compléter ou d'améliorer le produit. On trie tout ça. On a également la chance dans l'atelier d'avoir la personne qui va être, elle, en charge de la production in fine du truc. Et donc, qui maîtrise déjà le corpus technologique, les règles et les contraintes, et qui nous dit, OK, ça, on est capable de le faire, ça, franchement, c'est hors budget, on n'y arrivera pas, ça, on peut le faire, mais différemment. Et ça nous permet déjà d'évaluer le potentiel de réalisation de chacune des idées, et donc de gagner beaucoup de temps dans la conception, puisqu'on va se concentrer sur les idées qui ont un potentiel de réalisation, qui tiennent dans le budget et les contraintes technologiques qui sont déterminées. Et puis enfin, on va concevoir ça et mettre en forme. Et donc là, on va tout simplement de la même façon, alors je vous présente l'iPad le moins cher du monde. Donc exactement de la même façon que je vous l'ai montré avec le siège auto, on va tout simplement se demander comment ces idées se regroupent dans un nouveau système et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour le tester bien avant de le développer, bien avant d'engager le budget de production.
Alors pour ça, on va repasser sur toutes les idées et en déduire des principes clés de fonctionnement. Ça, c'est notre travail en tant que designer. Et puis, on va tout simplement faire donc, ce qu'on appelle des wireframes. Donc, c'est des maquettes à très faible résolution, très faible fidélité. Donc là, ce que vous êtes en train de regarder, en fait, c'est juste une série d'écrans. Ce sont des images fixes avec des zones cliquables. Et on les met ça en face des concessionnaires et on leur demande de tester ça sur Zoom, on les enregistre et tout. Et on leur dit, voilà, est-ce que ça marche? Est-ce que ça fait le job? Parlez-moi à voix haute. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas si on range les choses comme ça? Et les gens, comme ça, testent une maquette. Donc ça nous a demandé, ça c'est 2 jours de boulot, max. Ça n'a rien à voir avec développer un truc en vrai. Et forcément, vous avez les gens, ils testent les différentes fonctionnalités. Ils vous disent si ça marche ou si ça ne marche pas. Ça vous informe. Et vous voyez, du coup, si ça marche pour défaut, c'est peut-être la peine de s'embêter à le construire pour de vrai. Et in fine, quand vous avez corrigé la maquette, je vous rassure, il y a toujours des trucs à corriger parce que vous vous rendez compte que vous avez oublié plein de trucs et vous êtes vachement content d'avoir fait des tests. Quand ça commence vraiment à être un truc sympa, vous envoyez ça au graphiste, au directeur artistique. Ils vous font un joli truc très beau. Voilà, vous sortez ça au client. Ça, c'est le produit fini. Voilà. Et in fine, quels sont les bénéfices clés pour le client? Alors, à gauche, c'était le produit avant. À droite, c'est le produit après. Ça, c'est toujours l'effet sympa, le petit contraste. Et donc, qu'est-ce que cette démarche a permis d'accomplir pour le client au-delà que le produit de droite soit plus joli? Parce que ce n'est pas seulement ça le critère évaluatif. C'est un COMEX, des dirigeants qui disent c'est dingue, en moins de 4 mois, vous avez été capable d'améliorer significativement le produit, on en voit déjà les bénéfices. C'est des représentants pays qui étaient alignés et qui estimaient que leurs besoins étaient pris en compte. Donc, au lieu de leur imposer ce changement de logiciel, on les a impliqués dans la démarche et ils étaient beaucoup plus en attente de cette nouvelle version. Et ils avaient le sentiment d'avoir été écoutés et pris en considération, ce qui humainement a énormément de valeur. Vous avez une intégration, finalement, une production logicielle qui a pris moitié moins de temps que la version précédente. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu moins de modifications à faire en production, puisqu'on les avait toutes, enfin pas toutes, mais dans leur grande majorité, identifiées au stade du test sur maquette, donc moins coûteux. Et en plus, on a des concessionnaires qui, quand ils étaient en train de tester les dernières versions, nous disaient « c'est génial, je le veux tout de suite, j'espère que ça sort demain ». Et c'est nous qui avons dû leur dire « ah non, désolé, il faut le développer, maintenant ça va prendre un peu de temps ». Et ils avaient hâte que ça sorte. Parce que d'un seul coup, une nouvelle fois, vous avez impliqué vos utilisateurs, vos utilisatrices, et forcément, c'est beaucoup plus facile de provoquer du changement en impliquant les personnes dès le départ. Je vais prendre vos questions maintenant. Alors, 2 dernières choses pour finir. La première, donc, c'est pour répondre à la question de Claire tout à l'heure et puis éventuellement à celle d'autres personnes. Là, il y a la première version, donc c'est Central Supélec qui est venue et on a conçu cette formation XZ chez eux qui va démarrer fin mars. Donc, qui s'appelle Management de la créativité par le design thinking. C'est une formation qui dure 7 jours, donc en 3 sessions sur la durée du mois d'avril, où je reviendrai bien évidemment sur cette démarche. Et là, cette fois-ci, on va faire des exercices pratiques, voir les méthodes, apprendre vraiment à le faire et autonomiser les participants de façon à ce qu'ils soient capables de le faire à la sortie de la formation. C'est ça l'enjeu. Donc voilà, on apprend aux gens à cadrer un projet de conception, prendre un brief, préparer une recherche utilisateur, documenter un terrain, diagnostiquer et comprendre ce qui doit être amélioré, aligner une équipe de conception, mener des exercices de créativité, prototyper et tester et restituer le travail aux développeurs et à la production. Voilà, donc on passe vraiment à travers le cycle et cette fois-ci, là, on prend vraiment le temps de s'arrêter sur chacune des étapes, on voit des outils pratiques, on voit des façons de faire. Ça, c'est la première chose. Et là, donc voilà, donc ça, c'est les coordonnées des personnes. Vous les aurez, je vous les enverrai également à l'issue de ce webinaire si vous voulez les contacter pour leur poser des questions sur la formation. Et par ailleurs, pour celles et ceux que le sujet intéresse et qui veulent en apprendre dessus, en fait, à force de faire des formations, j'ai créé un site, qui est en fait un sous-site de mon espace personnel, qui s'appelle designthinkingalumni.com. Et en fait, qui est un blog sur lequel tous les mardis, je poste des ressources, des outils, des tutoriels, etc. pour apprendre plus sur cette démarche de conception et se former par soi-même. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en anglais. Souvent, j'essaye de traduire, mais c'est très long, ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, donc si vous souhaitez en apprendre plus, n'hésitez pas à vous rendre sur cet espace. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, vous abonner à une newsletter et comme ça, vous n'avez même plus besoin de penser à y aller puisque tous les mardis, ça tombe directement, le nouvel article tombe dans votre boîte mail. Et voilà, donc tous les mardis, il y a des tutos et des outils si vous voulez continuer à en apprendre plus. Du coup, je vais prendre les questions que je n'avais pas eu le temps de traiter. Alors, comment se raccordent le design thinking et le lean startup? Il y a beaucoup de similarités. Alors, c'est intéressant. Dans le programme Startup Launchpad que j'évoquais tantôt, on utilise l'approche Lean Startup, plus exactement l'approche dite du développement par la clientèle. Et le design thinking est un moment du Lean Startup. C'est-à-dire qu'en fait, le Lean Startup est beaucoup plus large que le design thinking, puisqu'il consiste à identifier une opportunité de marché viable,
à identifier des clients actuels, de solutions actuelles qui sont insatisfaits. Ensuite, vous partez à la rencontre de ces personnes-là et là, vous commencez à initier ce qui peut être une démarche de design thinking dans la compréhension des enjeux et des attentes de vos futurs consommateurs. Le design thinking va énormément vous aider dans l'imagination et la formalisation de vos concepts et des solutions que vous ambitionnez de construire. De la même façon, le test de solutions va également beaucoup vous aider pour valider ou invalider avec vos clients et vos prospects si c'est bien ça qu'il faut construire. Donc, je dirais que le design thinking arrive en fait plutôt dans le second temps de la démarche. Donc, le Lean Startup, dans sa globalité, c'est comment construire une entreprise viable en résolvant un problème d'une façon différente. Le Lean Startup va s'occuper déjà de l'aspect entreprise viable. Et quand vous êtes suffisamment avancé dans votre réflexion et que vous avez déjà un terrain bien délimité, là, vous pouvez faire intervenir le design thinking pour concevoir intelligemment et réduire au maximum le risque de conception. Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'on utilise dans les sujets de transformation durable? Alors, ça peut tout à fait être utilisé dans les sujets de transformation durable, notamment si vous partez. Alors, parce que le design thinking, bien sûr, peut être la façon la plus conventionnelle, c'est quand vous allez chercher des insights et des diagnostics auprès des clients de vos solutions. Mais on l'a utilisé, nous, dans certaines organisations, par exemple, pour améliorer la communication ou les procédés entre différents départements. Puisqu'en fait, quand vous êtes le département d'une organisation, vous faites des choses qui servent à un autre département. Et en fait, en appliquant cette démarche, en appliquant cette investigation, vous pouvez tout à fait partir à la rencontre du département de l'entreprise que vous avez l'impression de bien connaître, mais qui est juste à l'étage d'en dessous, observer ce qu'ils font des informations et de ce que vous faites pour eux, et à partir de là, déduire comment vous pourriez améliorer vos façons de travailler pour amener plus de valeur au sein même de l'organisation. Et donc, dans l'objet de transformation durable, bien évidemment, cette démarche-là, elle peut être faite en investiguant les attentes de vos fournisseurs, de vos distributeurs, de vos clients, de l'ensemble de l'écosystème qui gravite autour de l'organisation et qui peut avoir des attentes réglementaires ou éthiques autour de la nécessité de concevoir des choses de façon plus durable, de façon plus responsable. On peut faire ça, bien sûr. Alors, une application design thinking à une recherche d'emploi. Il n'y en avait pas, du coup, je l'ai fait. Ça s'appelle « Soyez vous-même ». Tu peux aller voir, c'est sur mon site internet, c'est remyrivas.com. Il y a un onglet qui s'appelle « Soyez vous-même ». Et c'est une conférence que j'ai faite où j'enseigne à des étudiants en recherche de leur insertion professionnelle ce qu'ils peuvent mettre en œuvre pour maximiser leurs chances de trouver du boulot. Et très ironiquement, même si je ne le dis pas, mais là je le dis, mais ce n'est pas vraiment un secret, c'est une démarche de design thinking appliquée à la création d'emploi, à la recherche d'emploi. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, le client, c'est toi-même. C'est-à-dire, en fait, mais c'est une investigation en fait, de tes forces et tes faiblesses, et c'est ensuite observé par ton effet de réseau et tes opportunités directes, ce dans quoi tu peux utiliser ces forces et ces faiblesses pour maximiser tes chances d'arriver à trouver un boulot qui soit en alignement avec qui tu es et ce que tu désires accomplir. Donc, en fait, oui, ça marche aussi pour trouver du boulot. Merci, Rémi. Je t'en prie, Renaud. Donc, voilà, on en parlera si tu veux. Et il y a aussi un blog, Soyez vous-même, tous les jeudis. Enfin, vous pouvez aller voir, tout ça est sur le site. Quelle est la durée moyenne de la démarche, par exemple, pour le développement d'une application? C'est une très bonne question. Alors, aussi longtemps que possible, aussi longtemps qu'on vous laissera faire, ça c'est la bonne réponse. En vrai, si vous avez quelques semaines et si vous pouvez être à temps plein sur cette démarche, en 4 à 5 semaines déjà, vous allez pouvoir, en moins d'un mois, en 4 semaines, juste en faisant, en utilisant la démarche et en l'implémentant sur une durée d'un mois à peu près, vous allez déjà amener énormément de valeur dans votre projet. Souvent, on me demande du coup combien de temps on doit allouer à chacune des étapes. En vrai, nous, on raisonne à l'envers, c'est-à-dire qu'on demande au client combien de temps il peut nous allouer pour la démarche de conception et ensuite on structure le projet. Ce que je ne vous recommanderais jamais assez, je vais essayer de reprendre le schéma, c'est en fait d'allouer surtout un temps le plus important possible à la première étape, hop là, donc la découverte ici, et au test. C'est-à-dire, si vous avez un mois, passez volontiers plutôt la majorité du temps dans la découverte et le test, et vous pouvez concentrer la phase de compréhension et d'idéation sur une semaine. Passez plutôt 3 semaines sur la première et la dernière étape, et passez une semaine sur la deuxième et la troisième. Parce qu'en fait, la vraie valeur et la vraie confirmation ou infirmation de la valeur que vous allez délivrer, vous ne l'aurez pas autrement qu'en étant au contact de vos utilisateurs, en étant sur le terrain, que ce soit pour documenter la façon dont les choses se déroulent dans la réalité ou que ce soit pour expérimenter pour de faux si ce que vous ambitionnez de construire est la bonne chose à faire. Et d'expérience, vous comprendrez tellement de choses que vous ne compreniez pas
au contact de vos utilisateurs et vous allez découvrir tellement de choses que vous n'avez pas pensé pendant les tests. Privilégiez surtout ces phases-là parce que c'est celles-là qui amènent énormément de valeur. Il faut toujours garder le temps de les faire. Y a-t-il des différences méthodologiques suivant les secteurs, informatique versus industrie versus vente? Fondamentalement, non. La démarche de conception reste la même. Par contre, et ça, j'insiste sur ça dans la formation, le brief n'est pas le même. C'est-à-dire que bien évidemment, quand on est dans la conception réglée, ça c'est drôle, c'est une histoire personnelle. Quand j'étais en école de design, on avait un prof de conception réglée qui bossait chez Renault. Et il adorait bosser chez Renault, il adorait la voiture, c'était vraiment son dada. Et un jour, il arrive et il prend un truc, il nous sort un truc, ça faisait 400 pages. Hein. Et il fait vous savez ce que c'est ça, les enfants? Et il le lâche et le truc tombe sur la table dans un bruit étourdissant. C'est un annuaire, le truc. On fait non, monsieur, c'est quoi? Il fait ça, c'est le cahier des charges techniques fonctionnelles du pare-soleil de la Clio. Et là, tu comprends qu'on a un problème. Et donc, bien évidemment, quand tu interviens en format industriel et que tu dois imaginer des choses, ton brief va être très, très différent parce que tu auras beaucoup plus de contraintes en amont. Donc, tu vas investiguer de façon beaucoup moins exhaustive, tu vas partir beaucoup moins à la périphérie parce que dès le départ, tu auras été très fortement cadré. Et donc, forcément, la méthodologie peut rester la même, mais les contraintes qui sont inhérentes à l'industrie ou au code du secteur dans lequel tu évolues peuvent du coup orienter la méthodologie d'une façon ou d'une autre en fonction voilà, de la nature des contraintes qu'il faut prendre en considération, notamment dans la production technique ultérieure. Mais ça, on le fait au moment de la prise de brief, on le détermine. Y a-t-il des contextes qui ne se prêtent pas bien au design thinking? Il y en a, tout à fait. Je vois que l'inscription sur mon blog bug, donc je suis très embêté. Donc écoutez, si vous voulez vous inscrire au blog, au pire, envoyez-moi des mails. Normalement, ce n'est pas censé bugger. Je ne suis pas content du tout. Si vous voulez vous inscrire au blog, mais que vous n'y parvenez pas, envoyez-moi un mail à cette adresse et je me ferai un plaisir de vous inscrire. Comme ça, voilà, je suis sûr que vous serez inscrits et que personne ne sera lésé. Je vais aller vérifier ça aussitôt dès la fin de la conférence. Hein. Merci pour l'alerte. Je renvoie l'adresse à tout le monde, du coup, parce que je n'ai fait que répondre à la personne qui m'a prévenu. Voilà. Alors, les contextes qui ne se prêtent pas bien au design thinking, il y en a, hein, bien sûr. Soit quand vous êtes dans… la façon la plus simple, on va imaginer… ça, c'est drôle. Ouais. Alors, il y a David Kelly, qui est un designer extrêmement connu, qui travaille dans une firme qui s'appelle IDEO, qui raconte et qui dit « Avant de créer ma firme de conseil en design, je travaillais dans l'industrie aéronautique. Et je travaillais notamment chez Boeing. Et moi, j'étais tout content d'être rentré chez Boeing. Et on m'a dit, vas-y, t'es designer, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans les Boeing? Et à chaque fois que je disais, faudrait changer ça, on me répondait, ça va être compliqué. Parce que, en fait, dans l'industrie aéronautique, les règles de sécurité sont tellement draconiennes, et ça se comprend, que si vous voulez bouger un truc et que ça a une conséquence de déplacer 2 mm un boulon, il faut tout refaire certifier et tout refaire valider pour être sûr que l'avion va voler sans être altéré. Donc, c'est très difficile de changer des choses parce que l'environnement et les règles contraignent très, très, très fortement l'usage. Mais il dit, on peut toujours trouver un truc, et il dit, la prochaine fois que vous serez en avion et que vous êtes vous voulez aller aux toilettes, mais que vous avisez via un petit voyant qu'il y a déjà quelqu'un dans les toilettes et que c'est rouge, et du coup, vous attendez que la personne sorte pour vous lever, eh bien, ça, c'est moi. Donc, il dit, même dans un Boeing, on peut quand même trouver un truc à améliorer, voilà, toujours trouver un petit truc sympa à faire. Donc, en soi, plus vous intervenez dans un process établi sur des choses qui sont difficiles à faire migrer, à faire évoluer avec des contraintes industrielles très fortes, plus ça va être compliqué. Un autre contexte dans lequel ça ne se prête pas nécessairement, c'est si, et ça arrive, hein, c'est leur choix, moi je décommande ça, enfin je déconseille ça, mais ça arrive, c'est si le commanditaire arrive en disant « j'ai déjà décidé, c'est ça qu'on va construire ». Si le commanditaire n'est pas prêt à ce que son équipe de conception découvre des choses inattendues, insoupçonnées auprès des utilisateurs et du coup aménage la feuille de route et ce qu'il faut construire en conséquence, si le commanditaire est hyper directif et a dit non, on va faire un pont à 3 colonnes rouges parce que moi j'ai toujours voulu faire un pont à 3 colonnes rouges, c'est moi qui ai décidé, c'est ça qu'on fait. S'il veut pas, si vous n'avez pas l'appui du commanditaire, s'il n'est pas ouvert sur ce type de démarche, vous pouvez toujours le faire parce que ça vous donnera quand même des armes dans les réunions pour dire est-ce que vous êtes sûr que c'est ça qu'il faut faire? Parce que quand on regarde, il ne sait pas. Voilà, et puis lui, il choisira. Mais il est évident que ça sera beaucoup plus difficile pour vous si vous avez un commanditaire très rigide et déjà décisionnaire et qui a déjà une idée très précise que si c'est un commanditaire qui est plutôt en mode « Ok, vas-y, tu m'as convaincu ». C'est pour ça qu'il faut d'abord le vendre en interne dans l'organisation. Va vérifier si nos utilisateurs ils sont frustrés comme ça aujourd'hui, s'ils ont besoin de ça aujourd'hui.
Ça, c'est les contextes qui rendent l'application particulièrement compliquée parce que forcément, quand vous ne savez pas ce que vous allez construire dès le départ, eh ben, vous allez passer un certain temps à le découvrir. Ça veut dire qu'il y a de l'incertitude, ça veut dire qu'il y a de l'appréhension. Et ça, il faut être capable de le tolérer dans le projet. Il y a certaines organisations qui le tolèrent et d'autres pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile de ne pas savoir dès le jour 1 ce qu'on va construire. Il me semble avoir fait le tour de toutes les questions et il est 9h25. C'est donc 2 fois une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière ou 2 dernières questions pour la route? Ah bah voilà, je vois Anis qui nous remercie. Donc, merci Anis, hein, de rien. Je suis ravi que ça vous ait servi. Eh ben, excellente journée à vous aussi. Et voilà, bon, on a encore le temps pour une ou 2 questions, hein, s'il y a des personnes que ça intéresse. Est-elle compatible avec le travail à distance? Bah, on peut le faire en travail à distance. Ça, c'est sûr que cette dernière année, hein, voilà, hein, nécessité fait loi. Bien évidemment, dans le cas que j'ai utilisé là de démonstration, c'est un cas où la recherche utilisateur, pour le coup, on l'a faite en distanciel. Enfin, plus exactement, on a triché. On l'a fait faire par des gens qui, eux, étaient en distanciel. C'est très difficile de faire de la découverte en distanciel. C'est-à-dire que vous allez découvrir énormément plus de choses si vous avez la chance d'être dans le bureau avec la personne. C'est pour ça qu'on ne fait pas que des questionnaires ou des trucs très conventionnels en termes de recherche. Si vous voyez, mais c'est marrant parce que s'il y en a qui sont familiers avec le lean management, c'est très proche de ça, hein. La valeur se produit sur la ligne de service. De la même façon qu'il est très difficile d'améliorer un procédé industriel d'usine sans être allé visiter l'usine soi-même, c'est très difficile d'améliorer la vie des gens quand on n'a pas observé réellement le cas d'usage dont il est question. Donc, on peut le faire en distanciel, c'est vrai. Bien évidemment, si on peut trouver une façon, un subterfuge, et il y en a un, de documenter la réalité ou même de demander juste à l'utilisateur de filmer, de prendre des photos lui-même, d'au moins nous amener des éléments tangibles de comment ça se produit en vrai, ça va quand même nous amener beaucoup plus de valeur que juste questionner des gens ou ne pas se figurer quel est réellement le contexte d'usage. Mais on peut le faire. Faute de mieux, on peut le faire, bien sûr. Ben, je vois qu'on a plein de remerciements. Différence sur l'approche diamant, cycle en V. Ah bah, l'approche diamant, c'est pour sortir du cycle en V. Donc, en fait, c'est comme un cycle en V dont tu questionnerais la pertinence à toutes les étapes intermédiaires. Et donc, du coup, comme tu es dans une cartographie et une compréhension du besoin et ensuite un test et que tu vas améliorer continuellement en itératif, tu n'as pas une seule période de spécification. Tu vas revoir tes spécifications plusieurs fois. Et donc, ce faisant, tu vas faire comme si tu avais sorti 7 versions du produit, mais pour défaut. Et donc, apprendre beaucoup plus vite et donc vraisemblablement livrer un produit in fine qui sera beaucoup plus adapté aux attentes des gens. En fait, c'est du cycle en V en itératif. C'est de la conception en itérative. Ça a ça de très proche avec l'agilité, hein. Sauf que ce n'est pas de la production, c'est de la conception. Sinon, c'est pareil. Voilà. Éco-conception intéressant, point d'interrogation. Est-ce que À 9h26. Oui, oui, je vois. Oui, ça peut, bien sûr. Ça peut. Alors, si on fait de l'éco-conception, on va être aussi sur tout ce qui est design systémique, économie circulaire, ce genre de choses, qui sont des critères autrement plus importants, parce que là, on va vraiment être sur de la systémique. Mais le design thinking, de toute façon, dans la mesure dans laquelle on est en train de construire un produit ou une offre de service qui a vocation d'être utilisé par d'autres êtres humains, c'est toujours un adjuvant qui va être de toute façon efficace, qui peut ramener de la valeur, même si dans le cas d'un projet en éco-conception, il n'est pas suffisant. Il faut adjoindre ça avec d'autres méthodologies, notamment celui du design circulaire. Merci beaucoup. L'art dans la conception, on va plutôt l'utiliser en développement créatif, c'est-à-dire quand on va aller chercher des sources inattendues d'inspiration pour imaginer des dispositifs et des questions moins évidentes aux problèmes dont il est question. Donc, en fait, l'art, on peut s'en servir. Quand on essaye de faire de la créativité, on va dire, la plus foisonnante possible et la plus éloignée du sujet de base, comme ressource inspirationnelle. Ça nous arrive de temps en temps. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Il est 9h30. Merci énormément pour votre attention. J'espère que tout ça vous a été utile. Et voilà, s'il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'inscrire sur la newsletter, surtout faites-le moi savoir que je corrige ça tout de suite. Et puis, je vous souhaite une très bonne continuation. Et voilà, au plaisir d'entendre parler de vous. Merci beaucoup, Rémi. Merci Renaud. Et merci Marilyn pour l'opportunité d'intervenir. C'est nous qui te remercions. Donc, comme d'habitude, je vais vous diffuser la vidéo que je viens d'enregistrer. Pour les personnes qui ne sont pas tremplins, je vais les diffuser aux responsables carrière de vos écoles. Ceci dit, pour plus de sécurité, vous pouvez peut-être m'envoyer un mail
à marilyn.marin@tremplin.link et je vous les enverrai directement. Je vous l'enverrai directement à ce moment-là. Je vous précise la date de la prochaine conférence, le 10 février, et ça sera autour de la créativité confinée ou à distance, avec Livier Rettler, qui est un tremplin, Renaud, je ne me souviens plus du groupe. 60, je crois. T60. Voilà. En tout cas, Rémi, merci infiniment. Ben, je vous en prie, merci à vous et ben, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions qui subsistent. Et très bonne journée à vous. Merci tout le monde. Je reste une seconde en ligne, Marilyn. Oui. Rémi au aussi. revoir. Eric qui est toujours en train de lire autre chose. Pris en flagrant délit. Non, pas du tout. J'attends une réponse de Christian Coutenceau et il ne me répond pas. Je crois qu'il est parti. Peut-être. Il a coupé, Parfait. Christian. Donc, c'est raté. Bon, On se je trouve que Véronique Pagès a un visage bien barbu. Hein. Ok, bah Marilyn, on s'appelle pour débriefer quand tu veux. Et puis, Non, tu ne veux pas rester en ligne 3 minutes avec Renaud? sinon, moi, je reste là. Moi, c'est juste Oui, si oui. vous avez des trucs peut-être à gérer. On va attendre que Eric et notre ami Pagès s'est coupé. Voilà. Eric de 16, s'il vous plaît. Tu peux vous te pouvez débrancher couper d'Eric, s'il te plaît? Que nous voulions parler tous les trois entre nous. J'essaye de cliquer sur le bouton quitter, ça ne marche pas. C'est embêtant, ça. Attention, là, ça va peut-être marcher. Voilà. Et Véronique Pagès. Tu peux quitter? Tu peux couper ton Zoom? Voilà. Ah, il a coupé l'écran, mais il n'a pas coupé la connexion. Attends, sinon, si tu es administrateur, tu peux le Ben sortir. oui, mais qu'est-ce que je peux faire?